Au nord de l'Afghanistan, les forces de l'opposition auraient pris la ville clé de Mazar-i-Sharif. Si l'information se confirme, c'est la première victoire depuis le début des frappes américaines. L'exaspération des policiers, ils s'apprêtent à manifester demain leur colère et leur ras-le-bol après les fusillades successives qu'ils ont subies. La tempête touche le nord de la France. La nuit dernière, des vents très violents endommagé à Dunkerque une partie du toit de l'usine Coca-Cola. De nombreux dégâts, mais pas de victimes. Musique avec 40 ans de tubes, un parcours entre nostalgie et techno, les vrais chiffres des meilleures ventes, ce dernier demi-siècle du 45 tours au CD. Voilà, monsieur, bonsoir. L'information du jour, si elle est totalement confirmée, pourrait marquer la première victoire des forces anti-talibans avec la prise de la ville de Mazar-i-Sharif au nord de l'Afghanistan. Une ville stratégique déterminante dans le déroulement à venir des opérations militaires. Une offensive sur Kaboul pourrait, dit-on, intervenir dans les heures qui viennent. Mais gardons-nous des certitudes. Ce que l'on peut dire, c'est que les talibans, d'après les forces de l'opposition, se seraient retirés de Mazar-i-Sharif. D'autres informations évoquent des combats qui se dérouleraient en ce moment même. Dans un instant, nous tenterons de faire la part des choses avec nos correspondants. Mais d'abord, le point avec Paul de Genève. C'était il y a 3 semaines. Ces combattants de l'Alliance du Nord se battaient farouchement à quelques dizaines de kilomètres de Mazar-e-Sharif. Soutenus par l'aviation américaine, les troupes du général Dostum, l'Ouzbek, auraient fait sauter ce soir ce verrou du nord de l'Afghanistan. Les talibans eux-mêmes reconnaissent que l'opposition afghane est entrée dans Mazar-e-Sharif. La prise de la deuxième ville du pays est la première victoire du front anti-taliban. Mazar-e-Sharif est une ville stratégique, pas seulement pour le nord de l'Afghanistan, mais également pour le reste du pays. Si les talibans perdent Mazar-e-Sharif, leur régime sera véritablement ébranlé. Plus encore que Kaboul, Mazar-e-Sharif est une position tout particulièrement stratégique pour les Américains. Oui, nous sommes intéressés par Mazar-e-Sharif. D'abord parce que cela nous permettrait d'établir un corridor à partir de l'Ouzbékistan, mais également de faire entrer de l'aide humanitaire d'Asie centrale jusqu'en Afghanistan. 2000 soldats américains attendent en Ouzbékistan. Il leur manque un aéroport pour entrer en Afghanistan. C'est chose faite avec la prise de Mazar-e-Sharif. Autre front, autre bombardement, le nord de Kaboul. L'aviation américaine pilonne toujours les lignes des talibans. L'Alliance du Nord y a massé des troupes et on parle ce soir d'une possible offensive sur Bagram, à 40 km de Kaboul. Direction l'Afghanistan aux côtés de l'Alliance du Nord avec Michel Fine. Pouvez-vous nous confirmer que Mazar-e-Sharif soit tombé et si oui, dans quelles conditions ? Alors, lorsque nous avons appris la nouvelle cet après-midi, il était à peu près 3h30 cet après-midi heure française, je me suis précipitée au ministère des Affaires étrangères, ici à Jabul Sarraj, où j'ai rencontré des gens de l'Alliance du Nord qui m'ont paru très calmes, qui m'ont dit qu'ils attendaient cette nouvelle depuis très longtemps, que c'était une grande nouvelle. Alors ils m'ont expliqué que Mazar-e-Sharif aurait été pris un peu en tenaille, à la fois par le sud et par l'est. Certains d'entre eux disent que les combats se poursuivraient. Et le général Dostum qui a donné une interview ce soir, le général Dostum qui mène les troupes de l'Alliance du Nord à Mazar-e-Sharif, a donné un bilan bien sûr provisoire de 30 morts du côté de ses propres troupes et de 90 morts du côté des forces talibanes. Il dit qu'il aurait fait environ 200 prisonniers talibans. Ceci dit, les combats, visiblement, d'après ce qu'on entend, mais il n'y a pas de reporter étranger sur place, il n'y a aucun journaliste, donc c'est très difficile de savoir. Les combats continueraient. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'une fois que Mazar-e-Sharif est tombé, après, ça pourrait aller très vite. Et les forces de l'Alliance du Nord, poussant les talibans, pourraient descendre vers le sud, ce qui veut dire Kaboul, qui n'est qu'à quelques heures de route de Mazar-e-Sharif. Je dois vous dire qu'ici, nous sommes à 60-65 km au nord de Kaboul. Nous avons vu cet après-midi une certaine agitation militaire. Nous avons vu des camions remplis de munitions traverser la ville de Jabul Sarraj, partir vers le front. Nous avons même vu un char traverser la ville. Et la rumeur, effectivement, je vous confirme ce que vous disiez tout à l'heure, la rumeur parlait d'une offensive sur Kaboul et peut-être sur l'aéroport de Bagram dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Merci Michel Fine. Voyons à présent ce que l'on dit à Washington. Étienne Lénart, le Pentagone se garde pour l'instant de crier victoire.
Oui, les États-Unis restent extrêmement prudents, Béatrice. Ils parlent certes de signes encourageants, mais ils ne veulent pas crier victoire trop vite, tout simplement, vous l'imaginez, parce que si d'aventure les talibans avaient les moyens de lancer une contre-attaque, eh bien il faudrait ensuite aux États-Unis assumer un échec sur le plan militaire, mais aussi sur le plan médiatique. Donc, grande prudence, l'on dit ici, signes encourageants, mais les combats se poursuivraient. Et les Américains disent vouloir attendre au moins 24 heures ou 48 heures pour confirmer cette information. Alors en tout cas, un premier succès peut-être dont les États-Unis avaient bien besoin et avant le Ramadan. Oui, ce serait un succès sur le plan militaire parce que contrôler Mazar el-Sharif, ce serait pour les Américains contrôler un aéroport à l'intérieur du territoire afghan. Vous le savez, depuis le début de l'opération, eh bien, les avions américains sont sur des porte-avions. Ils doivent voler pendant plusieurs heures, parfois être ravitaillés en vol avant de pouvoir bombarder leur cible. Et puis ce serait aussi un succès sur le plan psychologique, près de 2 mois après les attentats du 11 septembre, et au moment où plusieurs pays, notamment en Europe, disent avoir des doutes sur la stratégie américaine. Merci Étienne Lénart. En France, les policiers se rebiffent et disent leur écœurement après une nouvelle agression en milieu de semaine, une de trop. Ils refusent de devenir des cibles faciles. Demain, à l'appel d'un syndicat, ils descendront dans la rue pour manifester leur malaise ou leur colère. Une profession qui demande des mesures urgentes et concrètes. Zindine Boudaoud, Christian Leroux. Mauvaise surprise pour le directeur général de la police, fraîchement accueilli par ses troupes. Bonjour. Ces policiers toulousains ne répondent même pas au bonjour de leur directeur. Et ils garderont le silence jusqu'à son départ. Vaillant, ta police de proximité est à la rue. C'est pas vrai ça? C'est vrai. À Paris, ce slogan sera repris demain matin dans la rue par des centaines d'officiers de police. Banderoles, affiches, autocollants, ce syndicat qui organise la manifestation est majoritaire chez les officiers. Le ministre de l'Intérieur devrait un peu plus s'occuper des affaires de police. Il devrait un peu moins écouter ses collaborateurs, qui sont pour moi tous des technocrates, et qui ne se rendent pas compte que derrière un officier, il y a d'abord un homme ou une femme qui travaille tous les jours dans de mauvaises conditions, qui risque sa vie. Autre syndicat, autre mode d'action. Vote unanime pour une journée police morte. Autrement dit, 24 heures de grève pour des fonctionnaires privés de ce droit, car la colère est trop forte. Je dis souvent aux concitoyens, quand je ne suis pas en service, j'ai l'occasion de leur parler, je leur dis est-ce que vous feriez ce boulot pour 7500 balles? Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. Tu mets ta vie en jeu aujourd'hui pour 7500 balles quand tu rentres en école. Et ben effectivement, on savait que c'était un métier à risque. Aujourd'hui, c'est à haut risque. Pas de gilet pare-balles, pas de véhicules suffisants, pas d'effectifs suffisants, pas de matériel suffisant. Bref, on nous envoie à l'abattoir. Surenchère syndicale ou vrai constat, le malaise dans les rangs semble profond. D'autres organisations de policiers appellent à manifester le 24 novembre prochain. Et le gouvernement n'entend pas faire la sourde oreille aux préoccupations des policiers qui attendent des réponses précises. D'abord de leur ministre, Daniel Vaillant, qui était en visite ce matin dans un commissariat d'Auxerre. Reportage chez Wittenberg, José Boulestex. Daniel Vaillant paraît soucieux. Il sait que la colère est en train de monter dans les rangs des policiers. Visite d'un commissariat aujourd'hui, autrement dit l'ordinaire pour un ministre de l'Intérieur. Mais ce qu'il vient dire en revanche est supposé marquer les esprits. Alors Daniel Vaillant argumente 1 milliard de francs supplémentaires dans son budget, 3200 policiers recrutés, et ce n'est, dit-il, qu'un début. J'ai demandé au Premier ministre un plan stratégique pour la police nationale. Il en a accepté le principe. Nous sommes avec le directeur de la police nationale en train de l'élaborer, puis aussi qu'il y ait concertation. Mais je n'exclus pas du tout d'être amené par anticipation, je dirais, à demander des mesures d'urgence, notamment pour protéger les policiers. Quel type de mesures ? Je vous parlais par exemple des gilets pare-balles. Je vous parle des voitures. Il n'est pas normal que les policiers ne disposent pas des véhicules nécessaires pour circuler sans être confrontés, comme dans certains départements, à avoir des véhicules en panne, parce que notamment ils ont été, je dirais, agressés, notamment par des délinquants. Lionel Jospin, lui, ne s'est pas exprimé aujourd'hui. Conscient que la grogne des policiers n'est que l'un des symptômes de la montée de l'insécurité, il espère sans doute que l'examen du budget du ministère de l'Intérieur à partir de lundi apportera des réponses. Comment mieux illustrer la détresse et la désillusion de cette profession qui se sent mal aimée, mal épaulée, sinon mal protégée? Écoutons le témoignage du père de Patrick Leroux, l'un des 2 policiers abattus lors d'un cambriolage au Plessis-Trévise. Au-delà de la douleur, les interrogations sur la violence de la société. Jacques Deveau, Gabriel Cagnard. Henri Leroux n'a pas de haine, il ne parle pas non plus de vengeance. C'est un homme accablé de chagrin qui essaye de comprendre pourquoi son fils policier est mort. Un fils
fier d'un métier dont pourtant il ne voulait plus parler en famille. 93, il s'était fait déjà tirer dessus. Hein. Et c'est vrai qu'après 93, là, il nous en parlait plus. Il sentait que la pression était telle sur la police qu'il ne voulait pas nous faire peur, hein, sa mère et moi. Hein. Ça, c'est sûr. Il ne comprenait pas, vraiment pas, comment le policier pouvait risquer sa vie pour aller arrêter des gens. Hein, parce qu'on ne sait jamais, on arrête des gens, on ne sait jamais ce qu'ils ont sur eux, hein. On en a la preuve aujourd'hui, et on les sert, comme il dit, et puis derrière, le temps de remplir le rapport, ils sont dehors, bras d'honneur, je m'en foutisme. Aujourd'hui, Henri Leroux ne veut pas rester muré dans son chagrin. Il parle, écrit, espérant provoquer une réaction, pour que la police retrouve une autorité, que son fils ne soit pas mort pour rien. La police devrait avoir beaucoup plus de droits actuellement, hein, pour ne pas se faire caillasser, tirer dessus, pour réapprendre aux gens à la craindre. Henri Leroux, comme beaucoup, est abasourdi par cette violence qui envahit la société. Dans son penty breton, il s'en croyait à l'abri. Pourtant, la violence l'a rattrapé une nuit d'octobre. L'émotion légitime des policiers qui ont subi coup sur coup plusieurs agressions mortelles. Pour autant, rien n'indique qu'il y ait davantage de victimes ces dernières années. Au contraire, d'après les chiffres statistiques, les policiers morts en service étaient moins nombreux en 99 qu'en 89. Yann Franti. 2 morts, les 2 derniers policiers tués en service. C'était il y a quelques semaines au Plessis-Trévise lors d'une banale intervention. 2 morts de plus pour une liste déjà longue. Au total, 14 policiers ont perdu la vie en fonction depuis le début de l'année 2000. Un chiffre lourd, mais pourtant très inférieur aux autres années. C'est ce qu'affirme une enquête de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. 32 morts en 1990, 20 en 1994. Autrement dit, ce n'est pas parce que la délinquance augmente que plus de policiers sont tués en service. La haine des flics, ça conduit en fait quoi? Ça conduit plutôt certains jeunes de banlieue à des caillassages de voitures de police par exemple. Mais ça conduit pas au meurtre. Hein, ces jeunes-là, c'est de la petite délinquance, sont pas armés de fusils ou de revolvers. Donc la première cause de mort des policiers, c'est d'abord le fait que les délinquants veulent leur échapper. Autre donnée, la majorité des victimes est morte lors de simples contrôles de routine. 1 quart seulement ont été abattus. La plupart d'entre eux sont des policiers de base. Ils n'appartiennent pas au service d'élite surentraîné. Enfin, la majorité de ces assaillants étaient sous l'emprise de l'alcool ou encore atteints de troubles psychologiques. Contrairement à une idée répandue, seule une minorité de ces délinquants a tué par haine de l'uniforme. Vous avez sans doute en mémoire le procès de Mohamed Chalabi, considéré comme l'un des responsables d'un réseau de soutien au GIA. Cet homme, condamné à plusieurs années de prison, a été expulsé aujourd'hui vers l'Algérie, en Algérie où il aurait été condamné à mort par l'ancien pouvoir. Florence Bouquilla, Michael Darmon. Sami Chalabi aura cherché son père à Marseille pendant 24 heures, jusque dans les hôpitaux, en vain. Je dis que M. Chalabi n'était pas là. Et le médecin est occupé pour venir vous dire qu'il n'est pas là. Voilà. Pourtant, Mohamed Chalabi, ex-leader d'un réseau islamiste, a bien été hospitalisé mercredi soir à l'hôpital nord de Marseille pour un malaise lié à son diabète. Condamné à 8 ans de prison en janvier 1999, libéré en janvier 2001, Mohamed Chalabi a été interpellé avant-hier, près d'Angers, pour être expulsé vers l'Algérie. S'il a passé la frontière, il est mort, hein. C'est sûr et certain. Hein. Les Algériens, vous savez, c'est une junte militaire, hein. Ils vont pas rigoler. Hein. Il y a eu des contacts avec lui depuis hier? Non, pas du tout. Bah non, on sait même pas où qu'il est. Il a disparu de la circulation. Pas disparu pour tout le monde, la préfecture des Bouches-du-Rhône annonce qu'il a bien été expulsé en avion vers l'Algérie. Pour avoir été identifié comme proche du GIA, le groupe islamique armé, condamné en France pour son appui logistique à ce réseau, Mohamed Chalabi, selon son avocate, risque très gros en Algérie. Je considère que le gouvernement de la République française est responsable de ce qui arrivera à Mohamed Chalabi en le livrant à l'Algérie. Il est condamné à mort, il doit subir un traitement à l'insuline en permanence, donc il va mourir soit dans l'avion, soit à l'arrivée. Faux, affirme le consul d'Alger à Marseille, selon qui Mohamed Chalabi ne risque rien. En 15 jours, il est en tout cas le 2e islamiste expulsé de France vers l'Algérie. Peut-être le début d'une longue série puisque tous les condamnés d'origine étrangère du procès Chalabi sont frappés d'une interdiction définitive du territoire français.
Le nord de la France, surpris la nuit dernière par des orages de grêle et de neige. À Dunkerque, la violence des vents a emporté une partie de la toiture de l'usine Coca-Cola. La production est momentanément à l'arrêt. Ailleurs, des rafales de plus de 100 km/h ont provoqué des dégâts parfois spectaculaires, sans toutefois faire de victimes. Marianne Mas, Dominique Mas. Bon, écoutez, nous sommes ici devant les salles de classe. Il y avait ici 2 salles de classe préfabriquées qui sont vers 3h30, 4h du matin, sont littéralement envolées, vous voyez, et écrasées contre le bâtiment que vous avez en face de vous. Pas de cours aujourd'hui pour les 1450 élèves du lycée. Trop dangereux, il restera fermé jusque mardi. Arbres déracinés, toitures arrachées. Dans le secteur de Dunkerque ce matin, certains habitants se sont réveillés miraculés. À 3h du matin, on a eu un gros boom. Je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la voiture de ce monsieur, mon voisin, qui était broyé. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis dit, la grue, elle est tombée. Par miracle, c'est sur un immeuble en construction que la grue s'est affalée. Très localisée, d'une violence considérable, la mini-tornade qui s'est abattue sur le secteur n'aura fait que des dégâts matériels. Ici, un magasin d'électroménager entièrement soufflé. Un peu plus loin, c'est tout ce qu'il reste d'une salle de musculation. Le toit a disparu. Je comprends pas. D'autant plus que c'est une salle qu'on a que depuis le mois de juillet, qui était toute neuve. Donc on a mis des années à avoir cette salle et on se retrouve anéanti en quelques minutes. Après des pointes à plus de 100 km/h, le vent devrait se calmer ce week-end. Ce soir, les maires de plusieurs communes demandent à l'État la reconnaissance de catastrophes naturelles. Le mauvais temps qui a perturbé aujourd'hui le trafic transmanche avec plusieurs heures de retard pour les ferries. Et puis en Belgique, un cargo battant pavillon allemand a été pris par la tempête. Il s'est échoué tôt ce matin, fragilisé déjà par des ennuis techniques. Le remorquage se fera lorsque les conditions météo seront plus clémentes. Le SOS de Philippe Douste-Blazy en faveur de ces milliers de Toulousains qui n'ont toujours pas de fenêtre alors qu'un froid d'hiver touche le pays. Le nécessaire n'a pas été fait, affirme le maire, qui en appelle à la responsabilité des assureurs et des experts. Revenons à l'actualité internationale avec l'expression du nationalisme américain pour vaincre le terrorisme. D'abord hier soir dans la voix de George Bush, puis à travers un clip des stars de la politique et du showbiz. Correspondance Étienne Lénart. Il fallait sortir de Washington et du microcosme diplomatico-militaire. Pour son deuxième grand discours à la nation américaine depuis le 11 septembre, George Bush avait choisi Atlanta, dans le sud des États-Unis. C'est au siège du centre qui a géré la crise de la maladie du charbon que le président américain, devant un parterre de pompiers, de policiers et de médecins, a appelé son pays à la vigilance et l'enthousiasme. Nous savons que notre cause est juste et qu'à terme nous finirons par vaincre. Il faudra faire face à des défis, mais nous connaissons la marche à suivre. Mes chers concitoyens, en avant. Et pour remonter le moral de l'Amérique, voici la première campagne de pub sur le thème à New York, un rêve pour chacun. Woody Allen, le réalisateur en patineur artistique et qui lance « Vous ne me croirez pas, c'est la première fois que je patine sur la glace ». Ou ce vieil homme lancé sur un terrain de baseball dans un home run, un tour complet et qui n'est autre à 78 ans qu'Henry Kissinger, l'ancien ministre de Richard Nixon. Ce matin, précisément à New York, on a installé l'arbre de Noël, comme pour dire presque 2 mois jour pour jour après les attentats qu'il faut absolument reprendre le cours normal des choses. Au Pakistan, maintenant, cette nouvelle journée de manifestation anti-américaine a été savamment contrôlée par les autorités qui avaient pris des mesures drastiques en arrêtant de façon préventive plusieurs centaines de radicaux islamistes. Reste que des milliers de personnes sont descendues dans la rue, à Quetta, mais aussi à Karachi ou à Islamabad. 4 morts et plusieurs blessés lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Globalement, tout de même, une mobilisation plus faible que prévu. Le Pakistan vient de le voir écartelé entre les radicaux islamistes et les supporters de l'intervention américaine. Le président Musharraf tient fermement les rênes du pouvoir, sachant trouver ses appuis, comme le montre ce reportage de Laurent Boussier et Philippe Luzzi. Géographiquement, elle n'est située qu'à 1 km du centre-ville, mais en entrant dans l'université de Quetta, on se sent à des années-lumière du bazar et de ses barbus pro-talibans. Sciences, lettres, arts, en tout, plus de 2000 étudiants. Et si le voile est présent, c'est que la mixité, elle, est de rigueur. Évidemment, tout le monde a en tête la guerre très proche et les souffrances endurées par les Afghans. Ici, tout le monde est musulman, mais contrairement aux partis religieux, les 3/4 des étudiants soutiennent la politique pro-américaine du président Musharraf. Il a bien fait, à mon avis, parce qu'il y avait l'embargo sur le Pakistan
Les conditions économiques étaient très mauvaises et on avait beaucoup de problèmes. Quoi qu'il fasse, il a bien fait de le faire. Je suis d'accord avec ses décisions. Arrêt de l'embargo et amélioration économique, ce sont exactement ces mots que l'on peut entendre à la Chambre de commerce de Quetta. Alors que la région souffre d'une 5e année de récession, les responsables économiques pensent eux aussi que le général Musharraf a eu raison. Je soutiens ce qu'il a fait. Il n'y avait pas d'autre solution. S'il n'avait pas introduit le Pakistan dans le jeu diplomatique et suivi la coalition, aujourd'hui, on aurait encore plus de problèmes. Inutile de dire qu'ici, les aides économiques promises par les Européens et les Américains sont attendues avec impatience. Les acteurs économiques et les milieux les plus progressistes du Pakistan soutiennent majoritairement la politique du général Musharraf. Pourtant ici, chaque nouvelle annonce de victimes civiles en Afghanistan est accueillie avec émotion et la situation devient de plus en plus délicate à mesure qu'approche le début du Ramadan. Sans tomber dans la psychose, la presse italienne révélait hier que plusieurs bars d'uranium enrichi susceptibles d'intéresser les réseaux Ben Laden pourraient être aux mains de la mafia. Sur place à Rome, Sophie Mézel, Dominique Merlin. Voilà tout ce que les enquêteurs italiens ont pu récupérer. Une barre d'uranium enrichi, 90 cm de long. C'est une mini-bombe radioactive en puissance, de quoi contaminer pendant 100 ans 1 km². L'affaire s'est déroulée au printemps 98 dans les environs de Rome. Les douanes italiennes sont sur la piste d'un groupe de la mafia calabraise qui prétend vendre un stock de 8 barres d'uranium 235 et 238 de fabrication américaine pour près de 65 millions de francs. Les enquêteurs organisent un subterfuge. Ils se font passer pour des représentants d'un pays arabe et se disent intéressés par la marchandise. Ils réussiront à coffrer les 11 hommes impliqués dans le trafic, mais une seule des barres d'uranium enrichies. Les criminels ont été jugés le mois dernier, mais n'ont rien révélé de leur organisation, sachant par avance qu'ils n'encouraient que des peines de prison légères. Nul ne sait aujourd'hui ce que sont devenues les 7 barres d'uranium qui manquent à l'appel. Intéressent-elles les hommes de Ben Laden, l'organisation Al-Qaïda? C'est en tout cas aujourd'hui la question que se posent les enquêteurs italiens. Loin des violences de Seattle, l'ouverture de la 4e conférence de l'Organisation mondiale du commerce à Doha au Qatar, ce pays qui a pris comme principe de refuser la plupart des visas aux anti-mondialisation. José Bové, lui, a tout de même trouvé la parade. Sur place, les ministres des 142 pays concernés devraient faire le point sur les nombreuses divergences qui touchent des questions aussi essentielles que l'agriculture et l'environnement. Reportage Jean-Paul Chapelle et Philippe Jasselin. Pas de conférence mondiale sans José Bové. Avec quelques dizaines de militants, il a réussi à troubler la séance d'inauguration. Objectif, défendre la cause des pays pauvres et dénoncer une organisation mondiale du commerce non démocratique. Aujourd'hui, l'OMC essaye par marche forcée de faire rentrer un nouveau cycle de négociation qui va encore plus détruire les conditions de travail, l'environnement et l'avenir des paysans sur cette planète. Le syndicaliste a finalement obtenu un des rares visas accordés aux militants anti-OMC. Pas question de revivre les violences de Seattle, le Qatar se fait fort de garantir une sécurité totale. Dans un hôtel Sheraton, transformé en véritable bunker, le négociateur européen reste persuadé que la mondialisation profite aussi aux pays pauvres. On importe 40 milliards d'euros de textiles dans l'Union européenne. Ils veulent pouvoir nous en vendre plus. Eh bien, soit. Si nous leur vendons plus d'Airbus et plus de services téléphoniques, ils nous vendront plus de t-shirts. Si nous leur vendons plus de bateaux, de croisières, et il y en a un certain nombre qui ont les moyens, eh ben, nous leur achèterons plus de pétroliers. L'une des questions les plus brûlantes porte sur l'accès des pays pauvres aux médicaments génériques, ces copies de grandes marques pharmaceutiques, un sujet qui fâche les États-Unis. À Seattle, l'organisation avait sous-estimé les risques de débordement des manifestants. Ici au Qatar, c'est à coup sûr l'excès inverse. Pour réussir cette fois son lancement, l'OMC va devoir prouver qu'elle n'est pas un simple lieu de marchandage entre pays riches. Et le prix Nobel d'économie 2001, l'américain Joseph Stiglitz s'en est pris à l'OMC directement, considérant que ses décisions étaient égoïstes, sans aucun regard pour les pays en voie de développement.
En France, date anniversaire de la mort du général de Gaulle. Jacques Chirac a colombé les deux églises, comme chaque année, pour déposer une gerbe tricolore sur la tombe du général, aux côtés du chef de l'État, l'amiral Philippe de Gaulle et son fils. L'actualité sociale et économique avec de nombreuses offres de rachat du groupe Brandt. Parmi les plus notables, l'offre de Whirlpool. Nathalie Moisson. À la sortie de l'usine, la même inquiétude partagée par Marie Bordas et son époux Jérôme. Salariés de l'usine Brandt d'Esnay, leur avenir se joue aujourd'hui en même temps que celui de leur groupe, car après Moulinex, c'est au tour de Brandt de se lancer dans la course aux repreneurs. C'est vrai que quand on a vu Moulinex, ce qui s'est passé par rapport à Cormel-le-Royal, nous, on a peur maintenant, c'est normal. On se dit, si les groupes ne voulaient pas reprendre le micro-ondes chez Moulinex, pourquoi ils le reprendraient chez nous? Avec Moulinex, auquel ils s'étaient unis un an plus tôt, Brandt a déposé le bilan le 7 septembre. 3 spécialités, la cuisson, le froid, le lavage, 12 marques dont Brandt, Thomson, De Dietrich, Sauter et Vedette, et 1100 salariés, dont 5300 en France, qui redoutent un éclatement du groupe. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un repreneur global qui nous garantisse donc, le maintien de nos sites et de nos emplois pour aujourd'hui, dans les semaines et mois à venir. Reprise globale ou partielle, plusieurs grands groupes sont candidats ce soir, parmi lesquels l'américain Whirlpool, numéro 1 du gros électroménager, les italiens Candy et Merloni et le turc Arçelik Beko. Les salariés de Brandt seront fixés sur leur sort à la mi-décembre. Un prêtre condamné pour pédophilie a été récusé par ses pairs. Sa destitution a été rendue publique. C'est une mesure inhabituelle alors que les évêques français réunis ces jours-ci pour leur assemblée annuelle s'interrogent sur le sort justement des prêtres condamnés pour ces violences sexuelles sur enfants. Marc Maisonneuve, Vincent Ferreira. À Lourdes, tout commence et tout finit par une prière. Après le mea culpa concernant la pédophilie il y a un an, l'Assemblée va plus loin. Elle s'intéresse aux victimes. Il me semble que le souci des enfants doit être premier et qu'il faut trouver les moyens pour que la parole puisse être faite. Nous savons très bien que des enfants qui ne peuvent pas parler gardent cela toute leur vie. Nous sommes en train de rédiger une brochure qui s'adressera à eux pour à la fois mettre en garde, alerter et être vigilant sur ces questions. Et quand l'Église ne peut plus se cacher derrière le secret de la confession, elle révèle une mesure exceptionnelle, la radiation d'un prêtre. Gérard Mercury était prêtre et pédophile. La justice l'avait condamné une première fois à Toulon. Il a récidivé avec les enfants à Bordeaux. Il les avait réunis donc pour 2 ou 3 soirées donc chez lui. Et voilà, ça s'est passé comme ça, il y a eu des attouchements. Et donc il a abusé et de nos enfants, de notre enfant, et surtout aussi de notre confiance, qui était terrible pour nous. L'Église a reconnu sa responsabilité après un procès laïque. Mais les victimes, toujours croyantes, veulent plus. Il est temps que l'Église se pose les bonnes questions, c'est-à-dire comment vivre avec ces familles et les aider à continuer, après tout ce qu'elles ont souffert, et le prendre en compte. Ça n'a pas encore été fait. Gérard Mercury restera en prison. L'Assemblée des évêques a, elle, décidé la création d'un comité d'aide aux victimes des prêtres pédophiles. Bernard Kouchner s'attaque au diabète, une maladie ou plutôt une épidémie en pleine expansion. L'argent est aussi le nerf de la guerre. 18 millions d'euros, soit près de 120 millions de francs, sont consacrés à ce plan qui a été annoncé alors que se tient ce week-end le salon du diabète à Paris. Delphine Orviller, Claude Barnier. Il a été piqué et l'appareil va vous donner un résultat en une vingtaine de secondes, 20 secondes exactement. 20 secondes pour tester le taux de sucre dans son sang, c'est ce que propose ce tout nouvel appareil. Mais son avantage majeur, c'est de permettre aux malades de se piquer ailleurs que sur le bout des doigts, geste souvent douloureux. Ça finit par devenir très douloureux à la longue, en fait, parce que comme on arrive toujours à se piquer toujours aux mêmes endroits, la peau devient sensible. C'est pour découvrir ces nouveautés qui pourraient lui simplifier la vie que Monique est venue au salon du diabète. Depuis 10 ans, elle vit avec cette maladie qui a complètement bouleversé son quotidien. C'est difficile, surtout quand on a une activité professionnelle. Il n'y a plus de spontanéité dans la vie, mais il faut tout prévoir. Il faut tout le temps avoir sur soi suffisamment de sucre pour prévoir une hypoglycémie, prévoir les efforts physiques.
Il reste beaucoup à faire pour faciliter la vie des 100 millions de diabétiques dans le monde. L'espoir majeur, c'est cet appareil implantable encore à l'étude. Il fonctionne comme un pancréas artificiel, libère de l'insuline qui régule le taux de sucre dans le sang des malades. Remplir l'appareil. Un des grands progrès de la diabétologie, c'est de garantir aux gens que, 1, ils peuvent s'insérer normalement dans la société et que, 2, ils n'auront pas de complications s'ils font correctement les choses. En France, près de 800 000 personnes sont diabétiques sans le savoir. Pourtant, plus le dépistage est précoce, plus le traitement est efficace. Du sport avec très attendu demain au Stade de France, la rencontre entre les tricolores et l'Afrique du Sud. Les Français ont une équipe sérieusement rajeunie, 7 débutants parmi eux de moins de 22 ans. C'est tout dire. Julien Beaumont, Jean-François Chevet. En plein entraînement. Séance de révision d'un nouveau genre pour les rugbyman français. Toutes les tactiques de Bernard Laporte, l'entraîneur, résumées sur un CD-ROM consultable à tout moment. Bienvenue dans l'ère du rugby high-tech. Ils ont des portables à leur disposition et qu'ils peuvent, à travers ce CD-ROM, bien observer et regarder toutes les combinaisons que nous avons mises en place. Donc je dirais que c'est pour eux une bibliothèque. Une méthode bien utile pour les nouveaux arrivants. Et ils sont nombreux. Vu le nombre de forfaits chez les anciens, l'entraîneur a dû appeler 7 jeunes joueurs qui ont tout à apprendre au niveau international. Ça arrive un peu vite, mais bon, on essaie de faire face au mieux à cette situation. C'est vrai que c'est un peu délicat, il faut beaucoup travailler, donc ça demande des sacrifices et c'est assez exigeant. Depuis le début de la semaine, le 15 de France se cherche. Seule solution pour sauver les apparences, multiplier les combinaisons de jeu. Une difficulté de plus pour les nouveaux. La différence ne se situe pas au niveau du physique, ça se situe surtout au niveau de la longueur d'entraînement, qui est due à un manque d'automatisme entre nous qu'il faut régler avant le match. En face, l'Afrique du Sud affichera une équipe expérimentée. Ajoutez à cela qu'en 12 rencontres au Stade de France, les Bleus ont perdu 8 fois. Ainsi seulement, le match se jouait sur ordinateur. Et puis en football à Melbourne, l'entraînement à huis clos de l'équipe de France qui devrait affronter dimanche l'Australie. Les 20 joueurs champions du monde sont là pour gagner. Ils sont très attendus. Le stade sera archi plein. L'un des plus grands créateurs de la chorégraphie contemporaine, Merce Cunningham, propose sa 150e pièce en un demi-siècle de carrière, l'homme a 82 ans. Il présente donc au Théâtre de la Ville cet éloge de la danse, éloge du mouvement. Michel Soulevici. Depuis 50 ans, cet homme bouleverse les règles de l'art de danser. Présence malicieuse, visage d'ange de cathédrale et surtout un regard parmi les plus novateurs de notre époque. Son désir inassouvi d'inventer, il le démontre une fois de plus avec cette dernière création. La scène, ce pourrait être une cour d'école avec ses jeux et ses joutes. Ce pourrait être aussi une rue où l'on se croise sans se voir et parfois en se rencontrant et en s'aimant. Mais ce qui est sûr pour Merce Cunningham, c'est que la danse, comme la vie, rassemble des individus uniques et non interchangeables. Pour moi, c'est simple. Tout le monde marche le même, marche le même. L'idée, c'est 1, 2, marcher. Mais chaque personne dans tout le monde marche différemment. Et de ces différences, Merce Cunningham joue pour peindre en 3 dimensions des tableaux vivants et vibrants. Obsession des angles et des lignes, des corps tendus à la limite de l'équilibre. Pour Merce Cunningham, la danse, c'est une apologie du mouvement. De la nostalgie au succès d'aujourd'hui, 40 ans de tubes recensés depuis 1960 par un vrai passionné qui en a fait un livre où l'on découvre les chiffres réels des ventes et donc des hit parades. Jean-Jacques Dufour, Dominique Bonnet. On peut dire que l'auteur de cet ouvrage référence, qui est aussi gérant d'hôtel, connaît parfaitement la chanson. Lui, tout ce qui est au top, ça le botte. Ça vous a pris comment cette histoire? Ça m'a pris, je sais pas, on m'avait toujours interdit cette musique-là, puisque c'était le violon, c'était le solfège, c'était très raide à la maison. Toutes ces musiques-là étaient interdites, donc
Maintenant, si c'est un petit peu interdit, c'est peut-être un peu plus excitant aussi. Hein. Et à brûle pour point, puisque vous êtes un fan et que vous venez de faire un bouquin, 62, c'était quoi les meilleures ventes? Ah, j'entends siffler le train, Richard Anthony. Et j'entends siffler le train. Sur la France, 800 000, et c'était longtemps la meilleure vente des années 60. Les années 60, contrairement à ce qu'on pense, on vendait pas beaucoup de disques. On vendait 24 millions, 26 millions, c'était pas des chiffres énormes. En ce moment, on vend 40 millions de singles, donc on vend beaucoup plus de formats courts de singles qu'on vendait de 47 tours dans les années 60. À l'issue du gros travail effectué par Fabrice, retrouver les véritables chiffres des ventes, on constate que des artistes comme Brel, Brassens ou Ferré n'arrivent pas en tête des hits. On peut avoir du talent sans vendre beaucoup aussi de 45 tours. Alors en 72, on écoute beaucoup Ringo, qui est le chanteur à la mode, Mac Brandt, c'est Jérôme Kiss Me. Combien? Alors ça c'est 750 000 45 tours. Et puis les années passent, l'eau coule sous les ponts, le 45 tours fait un dernier petit tour. Alors le CD single va exploser un peu plus tard, donc 92 c'est la pire des années, où on vend que 15 millions de formats courts, c'est-à-dire tout réuni. Et là, 100 000 est vraiment la barre. Dur être bébé. C'est aussi l'année où la star est un bébé, l'enfant est culotté, le succès dure un été. Il faut des choses qui ne durent pas pour ponctuer une époque. Tout ne peut pas être intemporel. Barbara est intemporelle, mais tout ce livre est fait de chansons qui sont temporelles. Comme des chansons populaires, tout ça. Moi, j'adore la soupe, quoi. J'adore le populaire. Je suis très fier d'avoir acheté les gondoles à Venise. Et j'ai acheté en même temps Marianne Bach de Barbara. À propos de gondoles, vous allez rire. Pour les meilleures ventes, Sheila devance Barbara. Tiens, à propos, le succès de l'an 2000. Il s'intitule « Ces soirées-là ». Un succès qui confirme encore une fois que rien ne se crée, mais que tout se transforme. Avant de refermer ce journal, les premières neiges qui ont fait leur apparition, rien d'exceptionnel dans les Vosges. À 600 mètres d'altitude, on atteint 5 à 12 cm de neige, mais on s'était peut-être trop habitué à l'été indien. Et voici les chocs thermiques avec l'apparition aussi de la neige dans la Creuse. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre au nord de l'Afghanistan. Les forces de l'opposition auraient pris la ville clé de Mazar-i-Sharif. Si l'information se confirme, c'est la première victoire depuis le début des frappes américaines. Actuellement, des mouvements de troupes qui pourraient peut-être se rapprocher de Kaboul. Dans un instant, la météo Patrice Drevet, puis le point route Valérie Maurice. 20h50, votre soirée polar avec PJ et avocats associés. 0h25, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain, 7h, dans Thé au Café, Catherine Sellac reçoit Joël de René, directeur à la Cité des Sciences. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.